Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit cours de robotique sur la génération de trajectoires et la génération de chemin pour les robots. Pour tous les types de robots, hein, les robots manipulateurs, les robots humanoïdes aussi, un petit peu, on va avoir notamment un petit lien à la fin, et aussi pour les robots mobiles, parce que la génération de chemin ça s'applique aussi aux robots mobiles. Donc cette vidéo elle fait suite à une première vidéo que j'ai faite sur la génération de trajectoires entre deux points qu'on connaît. Donc ça marche plutôt pas mal, sauf qu'il y a des moments, si entre ces deux points, la trajectoire qui nous permet de relier à ça, il y en a une collision, on a une contrainte qui n'est pas respectée, qui peut mener à détériorer le robot, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de rajouter un ou plusieurs points de passage pour aller éviter cette contrainte, pour aller éviter cette collision, et donc avoir un mouvement qui va respecter toutes les contraintes qu'on s'est fixées, et donc garantir l'intégrité du robot. Donc en utilisant les méthodes précédentes, en plus en général, on a imposé une vitesse nulle sur les points de passage. Donc si on a, donc on part vitesse nulle, on arrive vitesse nulle. Donc on pourrait se dire bêtement, si j'ai 15 points de passage, et j'applique 14 fois la même méthode, sauf qu'on va arriver à chaque fois avec vitesse nulle et accélération nulle et repartir. Donc là, un mouvement très lent et un petit peu saccadé. Donc là, le but, c'est d'avoir un mouvement un petit peu fluide qui va passer par tous ces points et qui va nous permettre d'avoir un mouvement un petit peu plus fluide. Donc en général, on va essayer vraiment de passer sur les points qu'on va donner parce que c'est des points où on a vérifié que toutes les contraintes, que l'intégrité du robot et de la tâche, elle est faite. Donc on va vraiment essayer de passer dessus. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai montré qu'on pouvait avoir des polynômes. Bon, d'ordre 1, ça se fait quasiment pas. D'ordre 3, d'ordre 5, pour passer d'une position initiale à une position finale. On n'a qu'à se dire, c'est simple, si on a un point de passage en plus, on va rajouter un ordre, donc un ordre 6, etc. Sauf que ça, c'est pas super facile à gérer, parce que si vous avez beaucoup de points de passage, en fait, votre ordre de votre polynôme il va exploser. Vous trouverez une solution, mais l'ordre va exploser. Et ça va pas vous permettre notamment de calculer facilement les minimums et maximums en position, vitesse et accélération. Si votre actionnaire il est limité en vitesse ou en accélération, on va pas pouvoir facilement vérifier sur toute la trajectoire, si on a un polynôme d'ordre 3 par exemple, quel est le min et le max des positions vitesse et accélération. Donc ça va poser un petit problème. Et du coup, comme on va pas pouvoir vérifier ces min et max, on peut avoir des violations de limites. On va pouvoir peut-être passer, on a des points de passage, dépasser un des points de passage. Pas de bol, s'il est en limite de contrainte, on va aller violer la contrainte, etc. Donc vraiment cette méthode là, j'ai envie de dire, il y a un gros risque que c'est pas facilement vérifiable dessus. Donc on va essayer préférer construire le mouvement par morceaux plutôt que d'avoir un gros morceau avec un gros polynôme d'ordre 30 ou plus. On va construire la trajectoire par petits morceaux avec des polynômes relativement simples, et sur ces polynômes relativement simples, on va pouvoir calculer les min et le max de ce qui nous intéresse, et du coup vérifier derrière que notre robot ne risque pas grand chose. Donc il y a plusieurs méthodes qui sont proposées, notamment dans le livre de Khalil et Dombre, donc les vidéos viennent beaucoup de ce truc là. Je vais donner le principe, je crois pas que cette méthode là elle vient du livre, mais voilà, en gros le but c'est toujours la même chose, c'est qu'on va fixer des contraintes et on va obtenir des équations dessus. Donc d'abord on va la construire par morceaux cette équation. Donc on va dire que notre trajectoire articulaire ici, ça va être F4, ça va être valable que pour l'instant T compris entre TK et TK plus 1. Donc ensuite IFK c'est valable que ici. Ensuite après TK plus 1 on va avoir FK plus 1, etc. Mais bon, du coup on a juste cette contrainte qui est là. Donc on va avoir ici un polynôme, ici un deux polynôme, etc. Et en fait, avec tout ça, on va ajouter des contraintes pour avoir une continuité en vitesse, en position, et si on le souhaite, en accélération. En général, on va avoir des contraintes qui vont nous dire la position initiale et finale, et celle des points de passage à les donner. Les vitesses initiales et l'accélération initiale, on va essayer de les avoir nulles. Et après, on va demander à avoir une continuité, forcément en position. Il faut que FK finisse à la même valeur où commence FK plus 1, en vitesse et en accélération aussi. Donc je vais prendre un petit exemple que je ne vais pas détailler juste pour donner le concept.
On va définir par exemple, on a 4 points, on veut passer par 4 points, donc 2 points de passage. Il y a un point initial et un point final, Q1 et Q4, et on a 2 points de passage, Q2 et Q3. On veut passer sur ces points à certains instants, T1 par exemple égale 0, T2, T3 et T4, qui peuvent être répartis, pas forcément de façon uniforme, hein, donc ça, il n'y a pas du tout de contrainte là-dessus. On va considérer par exemple, hein, c'est un exemple ici, une continuité en position et en vitesse au point de passage, et on va demander une vitesse et une accélération initiale et finale nulle. Donc maintenant, comment on va définir cette trajectoire articulaire? Encore une fois, l'exemple là, c'est juste pour donner le principe. Il y a plein de méthodes qui existent, voilà, juste pour donner le principe ici. Donc déjà, si on définit 4 points de passage, ça veut dire qu'on a finalement 4 bornes où il faut passer. Ça veut dire qu'on a 3 trajectoires articulaires à définir. Une que j'ai appelée F1 entre T1 et T2, une entre T2 et T3 et une entre T3 et T4. Pour 4 points points de passage, on a 3 fonctions. C'est les poteaux, les intervalles, quoi. C'est pareil, la ligne de bord. D'accord, donc déjà là on sait qu'on va avoir 3 fonctions à définir. Ensuite on regarde un petit peu les contraintes qu'on va avoir. Donc on considère une continuité en position et en vitesse au point de passage et une vitesse et accélération initiale et finale nulle. Maintenant si on traduit ça un petit peu en équation, qu'est-ce que ça va donner? Déjà on veut que à l'instant T1 notre fonction passe par Q1, pareil pour T2 qui passe par Q2, T3, Q3 et T4, Q4. Donc on veut que f de T1 soit égal à Q1 exactement pour les mêmes. Donc ça on va spécifier ici qu'on veut passer au point de passage dans l'instant qu'on souhaite. Ensuite on va regarder la contrainte de continuité en position. On va quand même forcément essayer de l'avoir en position et en vitesse. Ça veut dire que la fonction 1 qui est valable de T1 à T2, donc à l'instant T2 doit être égale à la fonction 2 qui est définie elle entre T2 et T3, mais à l'instant T2. Donc la fin de la fonction 1 doit être équivalente, doit être égale au début de la fonction 2. Pareil sur les dérivés, sur les vitesses. La vitesse finale de F1 en T2 doit être la vitesse initiale de F2 en T2. Et on a ça du coup aussi pour le deuxième point de passage à l'instant T3, donc pour Q3. Donc une fois qu'on a ça, on a ici la continuité en position et en vitesse au point de passage. Et on veut une vitesse et accélération initiale et finale nulle. Donc ça veut dire qu'on veut que F point de T1 égale 0. F2 point, donc l'accélération de T1 égale 0. F3 point de T4 égale 0. Et F2 point de 3 de T4 égale 0. Donc on a ici toutes nos valeurs. Donc si on compte un peu, on a 1, 2, 3, 4. 4 ici, ça fait 8. Et 4, 12. On a 12 contraintes. On a 12 contraintes à valider pour que notre mouvement il arrive à avoir ce qu'on veut. Donc si je résume un petit peu, on a 3 fonctions F1, F2, F3 qui doivent ensemble satisfaire 12 contraintes qui vont être liées au mouvement. Donc comme ces contraintes elles sont réparties quand même uniformément sur toutes ces contraintes, sur toutes ces fonctions, on va tout simplement dire qu'on va choisir de paramétrer chaque fonction via 4 paramètres, ce qui va nous donner qu'on va obtenir des polynômes d'ordre 3. Donc chaque f, ici que j'ai appelé k, ça va être un coefficient plus un deuxième coefficient fois t moins tk, plus un deuxième coefficient t moins tk au carré, plus un troisième coefficient. Un quatrième coefficient t moins tk au cube. On va pouvoir calculer avec ça les vitesses et les accélérations. Une fois qu'on sait écrire ça, je reprends mes 12 contraintes de tout à l'heure. Je vais écrire tout ça. Donc j'aurai des égalités des deux termes. Et on va pouvoir résoudre notre problème avec nos 12 équations et nos 12 inconnus pour obtenir les valeurs des coefficients à mettre dans nos 3 polynômes ici, d'ordre 3, pour avoir une trajectoire continue. Voilà, il y a plein de méthodes qui existent. On peut mettre ça sous forme matricielle. On peut dire que les valeurs vont dépendre des accélérations d'instant d'avant, etc. Donc si vous regardez un peu dans la biblio, il y en a pas mal. Mais le principe c'est ça en fait, c'est qu'on va avoir des polynômes, des coefficients des polynômes, des contraintes, et ces contraintes vont nous permettre de trouver les coefficients des polynômes. Ça c'est l'idée générale. Voilà un petit peu là-dessus. Maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais voilà, je vous ai donné des points de passage. On va vous donner des points de passage. La question c'est d'où ils viennent ces points de passage, comment on va pouvoir les obtenir. Et du coup là je vais faire on va commencer à regarder un petit peu ce qui s'appelle la planification de chemin.
Donc la planification de chemin, l'objectif ça va être quoi? On va partir d'une configuration initiale, que j'ai appelée QI, et on veut aller à une configuration finale QF, et on veut trouver un chemin, ici en rouge, qui va permettre de passer de QI à QF en restant dans l'espace faisable. Ici, tout ce qui est en bleu représente l'espace, on va dire, infaisable du robot. Par exemple des obstacles, des autocollisions, des endroits où le robot a pas capable de fournir des courbes assez forts pour tenir une position, notamment bras tendu, s'il a une charge sur le bout du bras, des choses comme ça. Donc en gros, il faut essayer d'éviter ces zones bleues pour arriver ici. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. Encore une fois, ici, je définis ça en gros, on est en 2D. On peut faire ça dans le repère, dans l'espace articulaire, dans l'espace cartésien. En général, les méthodes de planification de chemin, c'est plus pour des petits robots, des robots mobiles, des choses comme ça, où on va essayer de trouver un chemin. C'est pas appliqué à des espaces comme l'espace articulaire de beaucoup de dimensions. On est assez limité là-dessus, pour l'instant actuellement en tout cas. Mais voilà, jusqu'à l'espace, si on travaille dans l'espace cartésien du robot, par exemple, ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait appliquer. Donc, je vais maintenant présenter quelques petites méthodes de planification de chemin. Première méthode qui est assez basique, c'est ce qu'on appelle la méthode combinatoire. On va décomposer l'espace en plusieurs sous-espaces, ici convexes. Donc un espace convexe, en gros, c'est un espace où tous les points, enfin si je prends n'importe quel 2 points ici dans cet espace, je peux les relier par un segment de droite. Et ce segment de droite reste dans l'espace. Donc ça, c'est la définition d'un espace convexe. Donc ici, mon espace, je vais décomposer entièrement avec des espaces convexes. Et le but de cette méthode, c'est de consister à chercher des configurations qui vont être à la frontière des espaces. Comme à la frontière, c'est dans l'espace des deux côtés, si j'arrive à trouver les frontières ici, je sais que je vais pouvoir relier les frontières des deux côtés. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir aller d'un espace à l'autre et du coup aller finalement à ma valeur à ma configuration finale. Ça, c'est la méthode. Cette méthode-là, elle permet de trouver une solution, si elle existe. Ça, c'est garanti. Par contre, ça peut s'appliquer que si on a des obstacles qui sont de forme polyédrique, de manière à avoir un espace faisable qui peut être décomposable en forme convexe. Donc sinon, on peut faire des approximations. Ces approximations, si elles sont pas trop grossières, qu'il y a une solution, on peut la trouver. Par contre, si on a des grosses approximations, on peut dire qu'il n'y a pas de solution, alors que finalement, il y en a une qui serait masquée par cette approximation. Mais bon, le gros problème aussi, c'est que cette méthode-là, elle a besoin de connaître tout l'espace atteignable, tout l'espace faisable, avant de lancer le calcul. On a besoin de connaître QI, QF, et aussi tout ce qui est en bleu ici. Et ça, c'est un petit problème, parce que on n'est pas au courant forcément de tout ce qu'il y a ici. On n'est pas peut-être capable de calculer tout cet espace-là. Donc pour ça, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur des méthodes d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage ne vont pas calculer explicitement l'espace comme tout à l'heure, l'espace libre, mais elles vont le discrétiser de manière à obtenir un ensemble de configurations qui va appartenir à cet espace. Donc on va plus avoir un espace bleu où on ne peut pas aller et un espace blanc où on peut aller partout. On va avoir un ensemble de points où on peut aller. La méthode d'échantillonnage va nous expliquer comment obtenir cet ensemble et après, dans cet ensemble, comment naviguer. Donc il y a principalement deux méthodes, en tout cas que je vais présenter ici, qui sont le PRM, Probabilistic Roadmap Method, et le Rapid Exploring Random Tree, le RRT. Alors il y a plein de méthodes, on va dire ça c'est un peu les historiques, il y a plein de méthodes qui sont basées dessus, qui ont été proposées depuis. Mais là je vous explique, encore une fois je ne vais pas mettre d'équation dessus, juste le principe, histoire que vous connaissiez un petit peu les mots. Le PRM, en quoi ça consiste? Donc généralement il y a 4 étapes. Les méthodes de base, il y a 4 étapes. On a toujours notre espace. Alors attention ici, du coup j'ai représenté, mais on ne le connaît pas vraiment. On sait qu'on part de QI, qu'on veut aller à QF. Et ce qui est en bleu, c'est pour représenter, mais en fait l'algorithme n'est pas au courant de ça. Donc ce qu'il va faire, c'est que l'algorithme, il va d'abord commencer par avoir une phase d'apprentissage. Il va discrétiser l'espace, soit de manière définie, soit de manière aléatoire.
Et en fait, il va regarder, il va tirer des points au sort, et il va dire est-ce que ces espaces, ces points-là, sont dans l'espace faisable. Donc, il a peut-être tiré un point ici, et puis il a déterminé que ça violait une contrainte, que ça mettait le robot, on va dire, en danger, et du coup, il a décidé que ce point-là n'était pas faisable, il en a tiré d'autres. Donc, il a tiré que des points, et il a vérifié que ces points-là appartenaient à l'espace faisable. Une fois qu'il a fait ça, il va essayer en fait de faire des recherches locales pour essayer de relier ces points, ces nœuds, par des arêtes. Et on va vérifier ici que ces arêtes ne vont pas pénétrer les obstacles, être dans l'espace infaisable. Alors là aussi, il y a plein de méthodes pour vérifier ça. On ne va pas détailler ici, je te donne vraiment les grandes lignes. Donc ici, on a relié tous nos points par des arêtes. Ça veut dire que de ce point-là, je peux passer à ce point-là, etc. La troisième étape, ça va être de faire une recherche globale. On va essayer de trouver un chemin, une succession d'arêtes qui vont relier ma configuration initiale et ma configuration finale. Donc on va trouver par exemple ici que QI il est plus proche de ce point-là. Donc on va le relier ici. On va trouver que QF il est plus proche de ce point-là, donc on va le relier là. Et ensuite, on va essayer de trouver des arêtes qui nous amènent de l'un à l'autre. La dernière étape que je n'ai pas représentée ici, ça va être une forme de lissage qui va réduire un petit peu parce que bon là c'est assez ça va, c'est à peu près régulier quoi, qu'on a des arêtes, enfin des changements un peu brusques, qui va essayer voilà, de lisser un petit peu ça pour casser le caractère un petit peu irrégulier de tout ça. Voilà un petit peu sur la méthode PR. Cette méthode là, elle n'est pas très adaptée quand on a des passages étroits. Donc on voit ici que si on rapproche un peu, si on diminue ici le passage, etc., il faut trouver 2 points de chaque côté en fait qui vont nous permettre d'avoir une ligne droite entre les deux. Donc ça c'est pas super adapté pour ces méthodes là. Même s'il y a des méthodes qui vont détecter un petit peu, attention là on a beaucoup de. Là on a passage étroit, donc on va essayer de discrétiser un petit peu plus sur ce point là. Mais bon. La deuxième grande méthode c'est la méthode RRT, donc Rapidly Exploring Random Tree. Donc on va avoir la notion d'arbre. Et en fait on va avoir une construction incrémentale d'arbres qui va se faire en partant d'un point, ou de l'autre d'ailleurs, ou des deux, pour essayer de regarder cet espace-là. Comment ça marche? Donc on va prendre la configuration initiale du robot, on va dire que c'est la base de l'arbre. À partir de cette base ici, on va commencer à chercher des points autour, à une petite distance, aléatoirement, des points qui seraient dans l'espace faisable. Donc ici, par exemple, on a trouvé 2. On essaie de relier ces points aux points les plus proches de l'arbre, donc ici, c'est QI, et on recommence. Donc on va se mettre sur ce point-là, on va essayer de trouver des points, on va se mettre sur ce point-là, on va trouver des points, et petit à petit, comme ça, on va faire avancer notre arbre de telle manière à ce que il aille un petit peu dans toutes les directions. Et à un moment donné, on va avoir une configuration qui va être assez proche de notre configuration finale, donc on va tester. Est-ce qu'on peut relier ça avec un segment? Alors généralement, un des paramètres de ces algos, c'est de définir une taille maximale de segment. Donc est-ce qu'on peut relier ça? Encore une fois, on a aussi ici la notion de est-ce que je peux relier ces 2 points par une arête sans passer dans la zone bleue, passer dans la zone qui est infaisable. Et là encore une fois, il y a toutes les mêmes méthodologies, certifications pour vérifier qu'on ne peut pas faire ça. Qu'on peut le faire sans trop de problèmes. On va dire la solution la plus bourrine possible, c'est de dire je vais prendre 1 million de points, je vais tirer 1 million de points entre les deux et je vais vérifier pour ces 1 million de points que je suis dans l'espace faisable, donc que je ne suis pas dans la zone bleue. C'est pas la meilleure, il y en a d'autres, on va pas détailler ici. Voilà, alors, dans les cas complexes, donc ça c'est la méthode on va dire générale, dans les cas complexes en fait on peut aussi faire partir un arbre de QF et vérifier en fait, faire ça jusqu'à ce qu'on se rejoigne et de manière comme ça avoir le chemin ici. Donc on a ici tout ce chemin là qui va être fait. Pareil, on a souvent une phase de lissage pour aller un petit peu avoir quelque chose d'un peu plus fluide au niveau du chemin. Voilà, c'était les 2 grandes méthodes en fait qui sont généralement utilisées sur la méthode d'échantillonnage pour la planification de chemin. Alors, ces méthodes-là, en fait, elles vont prendre en compte que des contraintes statiques, c'est-à-dire qui vont être liées à la pose du robot. On est dans un espace, ici on a travaillé dans un espace 2D, donc le robot va représenter par un point 2D, donc un point qui ne bouge pas. Donc on est vraiment lié à la pose au niveau statique du robot. Donc on va avoir par exemple les collisions, on peut avoir l'équilibre statique si on est sur de la marche, des choses comme ça.
les couples max, mais encore une fois en statique. Principalement, on va avoir surtout de la collision, de l'autocollision, concrètement dessus. Donc par contre, ces méthodes-là voilà, nous permettent d'avoir des chemins. Par contre, ces chemins ne peuvent pas en prendre en compte les contraintes dynamiques, l'effort, la marche, le ZMP, des choses comme ça, les couples max liés au mouvement. Encore une fois, le couple vraiment lié au mouvement, pas le couple en statique. Hein. Donc ces méthodes-là ne permettent pas de prendre tout ça en compte. Pour prendre tout ça en compte, en fait, on a la génération de mouvements optimaux. Donc soit c'est pour des mouvements répétitifs, soit pour des mouvements complexes, en fait. On va essayer de formuler notre problème pour trouver une trajectoire sous la forme d'un problème d'optimisation. Donc pour ça, en fait, on va essayer de trouver une trajectoire Q de T qui va minimiser un critère, ici je l'ai appelé F, et qui va vérifier des contraintes inégalités, que les couples sont bien dans la borne des couples tolérés, qu'on n'a pas de violation, qu'on n'a pas en but articulaire, que nos vitesses ne sont pas trop élevées, toutes les contraintes qu'on peut définir, et qu'on a bien une distance minimale entre chaque corps. On peut aussi rajouter des contraintes égalité. Bon, par exemple, position initiale, position finale, ça peut être des contraintes. Et donc en résolvant ça, on va réussir à trouver des trajectoires articulaires. Alors, je ne vais pas détailler ici parce qu'en fait j'ai fait une vidéo avant sur ça, mais pour les robots humanoïdes. Donc il y a quand même une grosse partie qui serait commune, donc je ne vais pas répéter. Je vais mettre le lien dans la vidéo pour que vous alliez voir ça. Je vais essayer de mettre le timing aussi, où vraiment il y a cette partie-là qui est intéressante, enfin qui est en lien ici. Donc en résumé, je ne vais pas vous spoiler, mais bon. En gros ce problème-là il va être résolu grâce à une discrétisation des contraintes. Ici on a un gros problème, c'est comment on vérifie, quel que soit t appartenant à un intervalle de temps. On ne peut pas vérifier pour chaque instant comment on va vérifier ça. Et en fait on a aussi un problème, c'est que ce Q de t, c'est un ensemble de valeurs et on ne peut pas trouver un ensemble de valeurs comme ça en fait. On va avoir une paramétrisation des trajectoires articulaires qui vont nous permettre de chercher dans un espace de dimension finie. Voilà, donc tout ça c'est expliqué dans la vidéo que je vais mettre dans la description. Voilà un petit peu sur tout ce qui est génération de trajectoires, de chemins. Donc soit on a deux points, on veut générer une trajectoire, donc ça c'est l'ancienne vidéo, il y a des méthodes d'interpolation à vitesse ou accélération constante, des choses comme ça. Si on a de la chance, ça marche dans la plupart des cas. Par contre, si on a commencé à avoir des collisions et des choses comme ça, il va falloir rajouter des points de passage pour aller contourner la zone un petit peu dangereuse. Et donc pour ça, on a la génération de chemin qui marche plutôt pas mal, qui va nous permettre de générer ces points. Et après, voilà, comment générer une trajectoire qui passe par ces points. En général, on va définir un ordre de polynôme, ce qui va nous donner un nombre de paramètres. On va avoir un nombre de contraintes à respecter. On s'arrange pour qu'on ait au moins autant de paramètres que de contraintes. Ça nous donne un joli problème n équation, n inconnu. On résout ça et ça nous donne les coefficients. Pour les mouvements un petit peu plus compliqués, on va avoir la planification de mouvements optimaux que je vous invite à aller voir dans la vidéo après. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.